Bonsoir à tous, bienvenue. C'est un chapitre qui se ferme pour les ambassadeurs de la Grande-Bretagne et du Brésil après 4 années en Côte d'Ivoire. Ils font leurs adieux ce mardi au président Alassane Ouattara au terme de leur mission. Quel bilan? Reportage en début de journal. Après le maire de Tiasalé, c'est au tour du maire de Divo de supprimer les frais annexes du COJES dans sa commune. Ces frais faisaient l'objet de vives protestations allant jusqu'à la fermeture des établissements scolaires. Et puis elle vient de rentrer dans l'histoire en devenant la première patiente au monde à recevoir le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Le Royaume-Uni a débuté ce mardi sa campagne de vaccination contre la Covid-19. En fin de mission à Abidjan, les ambassadeurs de la Grande-Bretagne et du Brésil ont fait leurs adieux ce mardi au président Alassane Ouattara. Ils en ont profité pour faire le point de leur mission en terre ivoirienne. 4 années en Côte d'Ivoire qui auront permis de renforcer les relations entre nos pays. Pierre Dipomélin, Fulgence Kisiedou. Palais présidentiel au plateau ce mardi. Le président de la République Alassane Ouattara reçoit les ambassadeurs de la Grande-Bretagne et du Brésil en Côte d'Ivoire. Après plus de 4 ans de bons et loyaux services dans le renforcement des relations bilatérales entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire, ces diplomates en fin de mission viennent faire leur adieu. C'est aussi l'occasion pour eux d'évaluer les échanges diplomatiques, mais aussi économiques entre leurs pays et la Côte d'Ivoire. On a réussi ces 4 ans à faire avancer plusieurs dossiers des relations bilatérales. Quand je suis arrivé ici, il y avait un embargo au Brésil pour les exportations de cacao de la Côte d'Ivoire. On a réussi à résoudre ce problème. On a connu aussi une diversification des exportations de la Côte d'Ivoire vers le Brésil. Maintenant, nous importons pas seulement du cacao, mais nous importons de noix de cajou, de caoutchouc et d'autres produits ivoiriens. Des exportations brésiliennes aussi ont connu un saut qualitatif considérable avec l'exportation d'autobus, de Scania Marco Polo. Et voilà, c'est un bilan très, très favorable. On a parlé de la dernière visite du président en Grande-Bretagne et les projets économiques que nous avons ensemble. Le président était venu en Grande-Bretagne en janvier pour un sommet sur l'investissement en Afrique. On a parlé aussi de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et le fait qu'on a dernièrement signé un accord pour assurer la continuité de commerce entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire, que c'est très important pour les exportations de cacao et les producteurs ivoiriens. Notons que la Côte d'Ivoire a renforcé sa politique d'ouverture et de diversification de ses partenaires en intégrant la dimension économique dans sa diplomatie. Résultat, les échanges commerciaux ont fait un bond qualitatif avant la survenue du coronavirus. Après le maire de Tiasalé, le maire de Divo supprime à son tour les frais annexes du COJES dans sa commune. Ces frais exigés aux parents à l'inscription de leurs enfants suscitaient des grincements de dents dans la ville, allant jusqu'à la fermeture de certains établissements scolaires. Nadja Eja, Mathurin Badé. Je prends un arrêté, je vais signer devant vous plus de cotisations exceptionnelles dans les écoles, en dehors des 3 000. C'est une décision importante pour l'éducation préscolaire et primaire à Divo, perturbée depuis plusieurs semaines par des grèves à cause des frais du comité de gestion scolaire COJES. En effet, au-delà des 3 500 francs pour les CM2 et 3 000 francs pour les autres classes du primaire, certains établissements imposent des frais annexes parfois problématiques. Les parents ne supportent pas véritablement les levées de cotisation qui sont imposées par les différents COJES. Voilà. En réalité, quand on comprend bien dans le fond, une chose qui doit attirer les parents n'est pas ainsi faite. Les gens sont des groupuscules de personnes qui se regroupent aujourd'hui pour prendre des décisions. Et cela empiète sur le fonctionnement normal de l'école. Cette décision du maire de la commune, président des COJES du préscolaire et primaire, vient donc à point nommé. La suspension des frais annexes permettra de faciliter l'école pour tous, comme préconisé par le gouvernement.
La commune de Divo, chaque fois qu'il y a des problèmes dans les écoles primaires et préscolaires, c'est nous qui intervenons. Lorsqu'il y a des toitures qui sont enlevées, on a construit énormément de salles de classe, aussi bien au préscolaire qu'au primaire. Nous avons pris la décision, pour l'instant, de supprimer toutes ces cotisations exceptionnelles, de nous en tenir qu'à ce qui est légal. Et on avisera si au niveau national une autre décision est prise. Les élèves sont là, la sérénité va revenir de sorte que l'école puisse reprendre rapidement. Notons que l'arrêté de suspension des frais annexes du COJES à Divo ne concerne que les préscolaires et primaires, ceux de l'enseignement secondaire étant sous la tutelle du conseil régional. La cité Villa Cadre de Cocody a désormais sa boîte à livres, une initiative d'une association citoyenne pilotée par la journaliste blogueuse Rita Dro. Le principe est simple, il repose sur l'échange et le partage, l'objectif étant de donner une seconde vie aux livres, mais aussi et surtout de susciter le goût de la lecture chez les Ivoiriens. Salif Yadekwe, Tanguy Konin. Démocratiser la pratique de la lecture par l'installation de la mini-bibliothèque dans les différents quartiers du pays. Tel est l'objectif de l'association Notre Boîte à Livres. À travers ce geste, l'initiatrice Rita Dro et ses amis comblent un vide. Le quartier Cocody, Villa Cadre, a sa boîte à livres. Un enfant qui lit deviendra obligatoirement un adulte qui pense. Dieu seul sait combien de fois nous avons besoin de penseurs dans son pays. Donc j'exhorte les enfants, mais aussi les adultes, à se familiariser aux livres parce que dans les livres, on améliore son vocabulaire. Dans les livres, on voyage. Dans les livres, on découvre la vie, mais surtout, on se forge une personnalité. Les enfants, première cible du projet, adhèrent à la boîte à livres qui leur apportera beaucoup. De nos jours, c'est vraiment difficile pour les jeunes de s'immiscer dans les livres et tout. Donc avoir une bibliothèque sur place, c'est vraiment un apport positif pour tous les jeunes de la cité, pour les jeunes, les enfants, même les adultes. Parce que voilà, il y a d'autres personnes qui sont âgées mais qui ont peur de prendre la parole en public ou qui ont peur de s'exprimer parce qu'il y a les gens et tout. Donc les livres nous permettent de vraiment nous plonger dans tout ça. Selon le journaliste écrivain Alex Kipré, résident de cette cité, l'initiative est d'une utilité même pour les parents d'élèves. C'est une initiative que nous saluons et on continue de propager le livre parce qu'on le sait. Pour pouvoir avoir une population jeune qui demain sera importante et pourra répondre aux questions et aux besoins de sa cité, il lui faut donc se former de façon extrascolaire. Et ce type d'initiatives sont des initiatives qui sont des compléments, des suppléments de formation intellectuelle pour nos enfants et c'est important. Cette boîte à livres n'est pas destinée simplement aux enfants parce que les parents aussi ont besoin. Il y a aujourd'hui des manuels qui sortent sur comment éduquer les enfants, comment faire face au phénomène de la drogue, comment être une bonne mère, ainsi de suite, comment aimer son enfant, comment ne pas divorcer. Rita Dro n'entend point s'arrêter en si bon chemin. Elle continue de parcourir quartier UP comme défavorisé avec le même objectif. Rapprocher le livre, instrument du savoir des populations. Des séances de lecture suivies des ateliers sont organisés régulièrement autour de ces boîtes. Tu mènes une vie de louga, une expression bien connue en Côte d'Ivoire qui signifie croquer la vie à pleines dents. Elle tire son origine dans l'histoire de Louga François, une icône de la musique ivoirienne dans les années 80. Après une vie riche en volupté, il s'est éteint à l'âge de 55 ans, plus de 20 ans après sa mort. Son nom résonne encore dans sa ville. Un mausolée a été construit au grand carrefour de la Kota, un hommage bien mérité selon les fils de sa région qui plaide pour plus d'action des pouvoirs publics afin de valoriser dignement l'artiste. Nadja Eja, Mathurin Badé. Grand carrefour de Lakota, c'est ici, sous ce mausolée, que repose Dago Louga, connu sous le nom d'artiste de Louga François. Originaire de cette ville du centre-ouest du pays, il aura marqué la mémoire collective des Ivoiriens par ses performances vocales, ses tenues vestimentaires et sa prestance scénique. Ce que j'ai retenu de lui, ce que les gens disent de lui, c'est que c'était un sapeur. Voilà, il aimait beaucoup s'habiller. Voilà. Il chantait aussi bien. Ce que j'aimais chez lui, là, quand il chante Kloukija,
aller là en haut. Vraiment, je suis enjailli de ça même. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Avec des titres à succès comme Koglizia, Klibo Klibo ou encore Pekoussa, il aura réussi à se faire une place de choix dans le cœur du premier président Félix Houphouët-Boigny, mais aussi à s'imposer dans la sphère musicale, au point de se faire surnommer Papa National. Dans son village, à Aka-Brébois, ce parent se souvient encore de ses moments de gloire. J'ai fait 5 ans avec lui. Le plus souvent, on partait dans les soirées, les samedis soirs, où il était invité. J'étais avec un artiste, d'abord un homme qui était populaire en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, c'était une fierté pour moi. C'est vraiment un désespoir pour nous. Depuis sa mort, c'est un désespoir pour nous. Dans la région, il reste un artiste encore inégalé à ce jour, aussi bien en termes de performance que de popularité. On ne peut pas parler de Lakota sans parler, comment dirais-je, de Louga François. Il a fait danser le monde entier, l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Les jeunes chantent aujourd'hui le Zouglou, un peu de partout, à Gbagnénien, mais Louga François, on ne peut pas l'égaler. Tu écoutes tout de suite sa chanson, on dirait que c'est maintenant là qu'il a chanté ça. Oh, c'est une chanson qui date de peut-être de 30 ans. Une renommée avec des retombées telles que l'adduction en eau potable et l'électrification de son village après sa mort. Mais pour le chef, il faut plus d'action dans la localité pour valoriser dignement cette icône nationale. Si on nous construisait une maison de culture à la mémoire de François Louga, moi, ça m'aurait beaucoup plu aussi. Une maison de culture, pour que les gens sachent qu'ici est vécu Louga François. Il y a même des artistes qui allaient quitter Abidjan partout, qui vont venir animer des galas au nom de François Louga. Des acquis qui permettront de perpétuer la mémoire de ce bon vivant qui a réussi à faire intégrer dans l'argot ivoirien l'expression « vivre la vie de Louga », ce qui signifie croquer la vie à pleines dents, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Considéré comme un sport difficile exclusivement réservé à la gente masculine, l'on constate que les femmes ivoiriennes s'intéressent de plus en plus au rugby. Les clubs et centres de formation ne désemplissent pas les femmes dans le rugby en Côte d'Ivoire. Un reportage de Salif Yalekwe et Tanguy Connor. Nabalo Cissé, âgée de 20 ans, est une passionnée de rugby. Elle s'y adonne à cœur joie, comme ici, lors d'un tournoi féminin où elle évolue sous le maillot du club Orcade Nabobo, qui lui permet de vivre sa passion, transmise par l'un de ses professeurs d'éducation physique et sportive, EPS. Elle a continué de s'entraîner malgré son statut de nourrice. Ça fait 4 ans maintenant que je joue au rugby. Ma mère s'est imposée, elle a dit que c'est un jeu de garçon, que je ne dois pas pratiquer ce sport. Qu'en plus j'ai un enfant, donc il ne faudrait pas que je joue au rugby. Il me cachait pour aller m'entraîner. Je voudrais devenir une grande championne demain, que tout le monde parle de moi aussi. De fortes ambitions que rien ne pourra altérer. Elle qui a pu gérer le statut de mère élève sportive. Comme le vit Nabalou, les difficultés sont des réalités des filles dans cette discipline. L'une des devancières n'a pas été épargnée. Elle a pu également surmonter les obstacles. Ça n'a vraiment pas été facile. Parce que comme je le disais, les gens m'ont découragé. Là-bas, si c'est compliqué, non, c'est pas la peine. Il y a trop de sport, c'est pas la peine. J'ai dit non. Le rugby enseigne plusieurs valeurs, telles que le courage, la détermination. C'est-à-dire au rugby, le rugby nous apprend à ne pas baisser les bras. C'est à nous de montrer que nous pouvons. Nous pouvons et que tels que les hommes, nous aussi, nous avons des capacités en nous, des aptitudes physiques qui nous permettent aussi d'arriver, d'aller au-delà de ce que les gens pensent de nous. De vrais talents sous le regard des spécialistes comme le sélectionneur de l'équipe nationale féminine qui se félicite du niveau. Il y a un travail qui est fait au niveau du club. Là, ça reproduit sur le terrain. Tu vois les filles individuellement, techniquement, vraiment, il n'y a rien à dire. On a tendance à dire que le rugby est uniquement un sport fait pour des hommes, un sport masculin. Et nous voulons dire à la population ivoirienne que non, sur rugby, même les filles peuvent pratiquer ce sport. Voilà. C'est pourquoi on fait la promotion
pour inciter les parents, pour inciter toute la population ivoirienne à laisser les filles jouer au rugby aussi, parce que c'est un sport pour les filles. Au niveau de la Fédération ivoirienne de rugby, on salue ce dynamisme dans le domaine. Concernant le rugby féminin, il y a eu une période, le rugby féminin en proprement parlé, c'est depuis les années 2000 que le rugby féminin a commencé à prendre l'ampleur. Et évidemment, la crise aidant, on n'a pas pu venir se faire voir comme il se devait. Aujourd'hui, nous sommes revenus à la charge, donc on repart encore avec ce rugby féminin-là, mais c'est petit à petit. Le rugby n'est pas un sport dangereux, le rugby, on dit c'est un sport de combattants. C'est dans une belle ambiance que les filles se retrouvent, aller l'utile à l'agréable. Comme quoi, le sport des garçons vrais est aussi un sport des filles. Le mois de décembre à Abidjan, comme partout dans le monde, rime avec fête de fin d'année et esprit de Noël, mais c'est aussi le mois où l'on constate un pic d'embouteillage dans la ville, au grand désarroi des usagers de la route. Le constat, c'est à Abidjan, dans ce reportage de Yeli Traoré et Tanguy Conan. Abidjan n'est pas encore Lagos ou le Caire, mais en ce début décembre, comme chaque année du reste, les embouteillages interminables sont redevenus le lot quotidien des habitants de la ville. Les artères principales, si elles ne sont pas complètement bloquées, on y avance presque par choc contre par choc. En cette fin de matinée, sortir de Trècheville pour aller dans la commune du Plateau via le pont Oufouette relève du parcours de combattants. Ça crée un peu de désagrément parce que un pont qu'on pourrait traverser en 1 ou 2 minutes, voilà, on est là, ça fait une trentaine de minutes. Voilà, donc ça crée un peu de désagrément quand même, mais si ça pour arranger le pont, pour vous servir une fois pour demain, c'est très bon. La fin des travaux de rénovation de ce pont sera un ouf de soulagement pour ceux qui empruntent cette voie stratégique qui dessert la zone portuaire. Une fois le pont franchi, tant bien que mal, la commune du Plateau est également en proie aux embouteillages. Idem sur le boulevard Lagunaire. À Cocody, au niveau du rond-point de la Riviera 2, l'un des points les plus congestionnés de la ville, la situation est devenue une véritable aubaine pour les vendeurs ambulants. Moins les véhicules avancent, plus ils ont le temps d'accoster les clients potentiels. Les choses deviennent encore plus confuses au niveau d'Adjamé, sur la voie passant devant Adjamé-Renol. La chaussée est partagée entre automobilistes, motos et piétons. On avance comme on peut, au grand désarroi de cette cliente de taxi. De Liberté jusqu'ici, l'embouteillage, même sur l'autoroute, même on n'en parle pas. Quand on prend le véhicule, on veut aller en voyage. Là, actuellement, je vais en voyage. Je vais emprunter le cas pour partir. Ce n'est pas 21 heures à cause des embouteillages qu'il y a sur l'autoroute. Il y en a trop même. Le conducteur de son taxi, à l'instar de ses autres collègues, se dit obligé d'augmenter le coût du tarif en raison justement des embouteillages, infligeant par la même occasion une sorte de double peine au client qui non seulement est victime des embouteillages, doit payer plus pour sa course. Ça nous oblige à augmenter le tarif. Parce que de choses Liberté jusqu'à Mirador, quand normal ça devait être au moins 700. Mais nous on fait ça à 1500 à cause de l'embouteillage. Le calvaire causé par les embouteillages en ce mois de décembre devra aller crescendo jusqu'en fin d'année. Les usagers de la route devront s'armer de patience d'ici là. Elle vient de rentrer dans l'histoire. C'est la première patiente au monde à recevoir le vaccin contre la Covid-19. Un vaccin développé par les laboratoires Pfizer, BioNTech et qui serait efficace à 95%. Une journée historique donc pour le Royaume-Uni qui devient le premier pays au monde à vacciner sa plus vulnérable population. Yeli Traoré. Le Royaume-Uni a lancé mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, la première dans un pays occidental. Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans, est devenue la première patiente au monde à recevoir le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech. Ce, près d'une semaine après le feu vert donné par les autorités sanitaires au déploiement du vaccin dans le pays le plus endeuillé d'Europe, avec près de 61 500 morts. Les caméras de télévision ont montré la nonagénaire hospitalisée à Coventry, dans le centre de l'Angleterre, en train de recevoir la piqûre, assise dans son fauteuil et échangeant paisiblement avec l'infirmière.
Pour l'instant, je ne sais pas ce que je ressens. C'est si étrange et si merveilleux vraiment. C'est pour une bonne cause. Je suis donc très heureuse de l'avoir fait. En visite à l'hôpital Saint-Thomas, où il a été lui-même traité pour le Covid-19, le Premier ministre Boris Johnson observe la première personne à Londres à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech. Une personne sur 3 le transmet sans même avoir de symptômes. Vous pourriez donc être un vecteur secret de la maladie. Et je ne pense pas que les gens aient compris cela. Il est très important, dans les semaines à venir, que tout le monde le comprenne. La réussite de cette campagne de vaccination s'annonce cruciale pour le gouvernement de Boris Johnson, très critiqué sur sa gestion de la pandémie. Il est par ailleurs confronté à la colère de certains élus face aux restrictions imposées dans une grande partie du pays, avec un coût économique et social énorme. C'est en tout 40 millions de doses du vaccin qui ont été commandées, permettant de protéger 20 millions de personnes. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.